Antoine a 26 ans. La dernière fois que sa mère a entendu le son de sa voix, c'était il y a 12 ans, le jour où un chauffard a renversé l'adolescent à vélo. Depuis, Antoine est diagnostiqué en état végétatif chronique post-relationnel, c'est-à-dire qu'il peut réagir à un bruit, une odeur. Il y a des tas de gens qui parlent autrement que par la parole. Il parle avec son corps, il parle avec ses mains, ses pieds, sa bouche, son souffle. C'est une autre forme de communication, mais c'est une façon de dire, c'est une façon de s'exprimer. Malgré les contraintes, les parents d'Antoine ont fait le choix de garder leur fils chez eux, où le jeune adulte fait l'objet d'une assistance 24 heures sur 24. Une décision prise après 2 ans d'hospitalisation dans des unités spécialisées. C'est bizarre parce que à un moment donné, quand il est rentré à la maison les premières fois, juste pour les week-ends thérapeutiques, je lui mettais des disques de rock et là je me suis aperçue qu'il bougeait son pied en musique. Il bougeait son pied droit. Et c'est là que j'ai commencé à douter que vraiment il était végétatif. Parce que jusqu'à maintenant on m'avait dit végétatif. Et c'est là que j'ai commencé à douter, à me dire mais c'est pas possible, c'est qu'il entend la musique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il comprend tout ça, mais la musique le fait résonance en lui et il y a quelque chose qui passe. Et ça veut dire qu'il ne faut pas forcément croire ce que dit le corps médical ? Oui, oui. Oui, il faut être en même temps réaliste. On va pas non plus... j'ai jamais imaginé qu'Antoine allait faire le marathon ou la course à pied ou le tour de la maison. Mais j'ai douté longtemps, j'ai douté souvent. Je l'ai pas cru, je t'ai pas cru. Mais tu m'as prouvé que tu étais capable d'être présent et que tu étais capable de te faire comprendre. Aujourd'hui, Corinne en est persuadée, sans cette attention et cette stimulation permanente, leur fils serait aujourd'hui dans le même état que Vincent Lambert. Et elle ne craint qu'une chose, qu'un médecin lui impose un jour une fin de vie. Je me dis, si un jour il est hospitalisé et si un jour il lui arrive quelque chose et que il n'est pas dans son milieu, il est trop affaibli, il a des douleurs, il ne pourra pas communiquer. Donc les médecins pourront considérer qu'il est végétatif et pourront me dire on arrête. Et comme il ne sera pas à la maison et qu'il ne sera pas stimulé, peut-être il ne mangera plus et que peut-être, voilà. Oui, je pense que ça c'est possible. Quant à savoir ce que son fils comprend exactement, c'est une question que Corinne a cessé de se poser. Elle préfère se demander ce qu'elle peut lui apporter. Alors, question d'un téléspectateur. Je suis pour l'arrêt des soins concernant Vincent Lambert, mais si c'était mon fils, je me battrais comme sa mère le fait. C'est là où la difficulté, je te laisse parler. Ça prouve bien que la décision n'est pas médicale. Elle ne peut pas être médicale. J'entends ce que disait M. Labelle tout à l'heure, le sens de la vie. Mais bien sûr qu'il s'agit du sens de la vie. Tous les jours, je me demande si la vie de mon fils a un sens. Est-ce que la vie qu'il mène a un sens pour lui, pas pour moi, pour lui? Et votre réponse est oui. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la réponse est oui. Le jour où j'aurai plus une réponse oui, je me poserai la question de est-ce qu'il y a lieu de continuer? Mais ce jour-là, je ne veux pas qu'un confrère me l'impose. Je veux prendre la décision avec lui. Là, attendez. J'ai 2 questions que je me pose quotidiennement. C'est 1, est-ce que sa vie a du sens pour lui? 2, est-ce que j'ai une relation avec lui suffisante pour être sûr qu'il n'est pas malheureux? Et il faut que j'ai la réponse à ces 2 questions-là pour que la mienne aussi ait du sens dans l'accompagnement que j'ai pour lui. Je vais poser une question un peu brutale, mais est-ce que vous ne le faites pas aussi en tant que père, en vous disant « je suis obligé, pour vous donner, je ne peux pas abandonner ». C'est presque pour vous donner bonne conscience, comment dire, pour ne pas vous renvoyer l'image d'un père qui abandonne son enfant. Vous savez, ça arrive souvent aussi, ça. Et puis quand c'est invivable, c'est invivable. Hein. Donc moi, ça fait partie de ma vie. J'ai mis du temps d'ailleurs, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, mon fils a toute sa place. Il a des neveux puisque ses frères et sœurs ont des enfants. Et il a une relation avec eux qui est de qualité. Et donc, ce que nous disons, nous, la question, elle est bien le sens de la vie, en fait. Et ce sens de la vie, c'est pas médical. Il faut être capable... Attendez. Il faut être capable de se mettre autour d'une table et de faire un peu ce qu'a dit Vincent Morel, et ce que font très bien d'ailleurs la plupart des médecins, c'est pour ça qu'il y a si peu d'affaires Lambert, c'est que quand ça devient insupportable et qu'on a fait le chemin, attention, c'est des personnes qui ne sont pas en fin de vie, hein. Mon fils, il n'est pas en fin de vie, mon fils, il n'est pas entouré de tuyaux, mon fils, il va en vacances en camping-car,
il va à la mer, on va au restaurant, il vit, tout simplement. Il va au cinéma aussi, il vit. Il est post-relationnel, il ne vous parlera pas, mais s'il est content de vous voir, il vous fera un sourire et il vit. Mais demain, il entendait votre. Mais il entendait, votre j'en sais femme rien quand ce qu'il entend. J'en sais rien ce qu'il entend. Quand elle lui demande, choisis ton parfum. Oui, ça, ces choses-là, oui, bien sûr. Mais il peut aussi fort bien, le lendemain, ne pas répondre. Parce que ce jour-là, il sera fatigué, moins bien, etc. Et on ne va pas dire ce jour-là, bah tiens, t'es végétaliste. Et votre crainte, c'est qu'en médicalisant ce processus, quand vous ne serez plus là, puisque la nature est ainsi faite que les parents partent avant les enfants, eh bien, ce soit des médecins qui décident à votre place et qui prendront des décisions. Mais ça peut déjà l'être. Mais ça peut déjà l'être, la loi le permet. Et donc la loi ne garantit pas un processus de décision, je suis désolé, mais le comité consultatif national d'éthique qui a été appelé à s'exprimer dans l'affaire Lambert, et si nous sommes intervenus dans l'affaire Lambert, c'est bien parce que malgré toutes les précautions du Conseil d'État, il y a un certain nombre d'éléments de cette situation exemplaire qui feront référence pour d'autres, parce qu'on s'y référera, même si ça fait pas... Tant qu'il est sous votre toit, tant qu'il est sous votre toit, il y a... Oui, mais non, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens de dire ça. Il n'y a pas aucun risque. Enfin, il y a un risque à chaque fois que vous traversez la rue ou que vous montez dans votre bagnole. Le risque est constant. Et on ne vit pas avec la peur de ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, sinon, je ne vivrais plus du tout. Ce que je veux dire sur l'histoire du sens de la vie, et ce que font très bien d'ailleurs la plupart des médecins, c'est rassembler les proches, sans hiérarchie entre les proches, c'est-à-dire ceux qui aiment cette personne. Et au bout d'un chemin, et on se fiche qu'il soit post-relationnel ou végétatif, la nuance est subtile, c'est à un moment donné, la situation devient insupportable. Pourtant, la personne n'est pas en fin de vie. Aujourd'hui, la loi dit, le médecin consulte et prend une décision en dernier ressort. Et cette décision s'impose et il peut l'imposer. De ce point de vue, est-ce qu'il y a des médecins qui viennent chez vous d'ailleurs pour vous Mais bien sûr, je ne suis pas le médecin de mon fils. Oui. Et alors, est-ce qu'ils vous donnent des opinions? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous consultez ces médecins? Mais bien sûr. Mais il y a plein de spécialistes dont j'ai besoin, évidemment. Non, il n'y a pas de traitement, ou très peu. Il porte un corset parce qu'il était adolescent quand il a eu son accident. Donc il a une scoliose importante. Et donc pour être au fauteuil confortable, il a un corset. C'est une contrainte, mais ce n'est pas insupportable. Et en dehors de ça, il ne prend pas de médicaments. Non, il est mobilisé tous les jours. Il a gardé ses amplitudes articulaires. Ma femme y est pour beaucoup. Et il va plutôt pas mal. Il faut quand même préciser que ces personnes ne sont pas dans des unités de soins palliatifs. Elles sont dans des structures spécialisées. Oui. Il y a une circulaire de 2002, de mai 2002, signée par Bernard Kouchner, qui parle des soins de ces personnes, de leur accompagnement dans la vie. On parle même Vincent Lambert, on parle même dans un CHU depuis on parle même de projet de vie. Toutes ces interrogations, on peut les mener. Et probablement que, encore une fois, sans juger de la position des uns et des autres, c'est pas une affaire idéologique. Il y a un certain nombre de circonstances qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation d'impasse. Et je dis maintenant, l'honneur de chacun, c'est qu'on en sorte. Non seulement pour monsieur Vincent Lambert qui a ce droit, mais pour les autres personnes. Juste un point. Vous avez des services où vous avez maintenant des parents comme Philippe Petit qui disent aux médecins, vous savez, nous on n'est pas Madame Lambert, on n'est pas dans la famille Lambert. Nous on veut qu'ils vivent. Alors ensuite, et c'est là où la question est compliquée. Rachel. On n'est pas, effectivement, on n'est pas Rachel Lambert. C'est-à-dire, nous, on a envie qu'ils vivent. On a envie qu'ils vivent dignement. Il faut voir la difficulté aussi de trouver des places, des structures, ou voir la difficulté au quotidien des personnes qui accueillent chez elles. J'adhère à ce que vous dites. C'est-à-dire la loi et l'esprit de la loi. Et c'est bien, bien parce que vous êtes dans l'esprit de la loi que j'adhère à ce que vous dites. Le problème, c'est que, et on n'est que des médecins autour de cette table, je suis désolé, la question du sens de la vie, c'est pas une question médicale. Elle n'est pas médicale. Donc, quand on l'aborde de façon respectueuse, comme vous le dites, que la famille est associée à la prise de décision, toutes les décisions sont respectables et toutes les décisions peuvent se prendre. Seulement, tous les médecins n'ont pas la pratique que vous décrivez et le seul renvoi au code de déontologie médicale n'est pas, pour nous, une protection suffisante contre les dérives. Et donc, quand on décide pour autrui, je suis d'accord avec les directives anticipées, chacun décide pour sa peau. C'est peut-être pas formidable, mais de toute façon, on ne peut pas mieux parce que quand on ne peut plus parler, au moins on l'a dit soi-même. Première chose, on désigne une personne de confiance, très bien. Je suis conscient, lucide, je choisis ma personne de confiance et donc on se référera à sa parole. Très bien, tout ça émane de ma volonté, c'est très bien. Mais quand on décide pour autrui, qui ne s'exprime plus, alors on décide dans un contexte d'incertitude maximale. Et pour que la décision soit acceptable, elle doit être collégiale. C'est une protection contre les dérives. Elle est indispensable. Et de ce point de vue, aujourd'hui, la loi est insuffisante. Et donc, on peut rendre des décisions
abusive, mais légale. On va légale. de Philippe Petit.